Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes maintenant 85, 86. Merci de nous rejoindre aussi nombreux. On est ravis avec Fanny. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer. On attend un tout petit peu parce que vous étiez presque 400 inscrits. Ouais. Et ce qu'on peut vous proposer peut-être tout de suite, c'est d'aller, hop, euh, vous loguer sur le Menti. Euh, Vous avez le logo à droite que vous pouvez flasher de façon à voilà, pouvoir vous loguer et commencer à répondre sur cette première question qu'on vous proposera dans quelques secondes. Alors, on a dépassé les 100. Je te propose qu'on commence, Fanny, ça te va? Avec beaucoup de plaisir. Alors, écoutez, bienvenue à tous. Donc, ce webinaire pour parler d'influence et leadership pour la transition écologique. Alors, on va pas vous cacher, ça fait très longtemps qu'on avait envie de proposer une formation sur le thème à l'Académie Carbone 4. C'était une réflexion qui était notamment alimentée par les retours qu'on a de nos alumni, les gens qui ont déjà suivi des formations chez nous et qui sentaient ce besoin pressant de savoir comment parler, comment présenter ça auprès de ces parties prenantes. Et donc, il y a eu un premier webinaire en 2025 avec Parlons Climat, auquel vous avez peut-être assisté. Et bah, on a mis longtemps à le construire parce qu'on cherchait une perle rare et on l'a trouvée en la, en, dans Fanny. Donc Fanny, qui est la fondatrice de Meilleur Demain, qui est consultante RSE et formatrice. Elle est également coach certifiée. Et son expertise est sur le change et je te laisse te présenter plus avant. Eh ben, merci beaucoup de me passer la parole et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai la chance, je dis bien la chance, d'accompagner depuis maintenant presque 20 ans. Puisque j'ai eu l'opportunité, à la sortie de mes études, de plonger dans ces thématiques, de rentrer dans le sujet du développement durable et de la RSE par le change, l'accompagnement au changement. Et durant toutes ces années, bah, j'ai appris avec un certain nombre de missions que j'ai pu accompagner sur le terrain. Et puis, je me suis aussi formée beaucoup parce que ces sujets requièrent énormément de thématiques, qu'il s'agisse de sujets en lien avec la psychologie, la sociologie, l'écologie. Et on a la chance d'avoir des acteurs, des experts qui travaillent sur le sujet, notamment l'ADEME, le GIECO dont je parlerai aujourd'hui, des associations qui sont également partenaires de l'Académie Carbone 4 comme l'ONG Parlons Climat. Et ce matin, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous faire une synthèse de ces travaux, aussi de retours d'expérience que je vais pouvoir vous adresser ce matin pour repartir avec des clés très opérationnelles et puis finalement également vous présenter un petit peu ce qu'on a prévu dans cette formation qu'on lance et donc vous faire vivre cette formation dans ce webinaire pour que vous ayez envie de venir nous y retrouver. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de cette matinée, que vous repartiez avec des clés. Merci Fanny. Alors, je vous propose tout de suite déjà qu'on se connaisse un peu plus et donc de comprendre un petit peu la situation que vous vivez aujourd'hui, ce collectif qui est présent aujourd'hui à ce webinaire. Et pour ça, donc, je vous propose de rejoindre le Menti pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, il s'agit de flasher le QR code qui est à l'écran avec votre téléphone ou sinon, on vous a mis aussi le lien dans la discussion. Et donc, je bascule sur Menti. Hop là. Et nous avons déjà quelques réponses sur cette première question. Donc, effectivement, hein, les, les présentations les titres, on va dire, de métiers sont variés, mais on voit qu'il y a plutôt quand même une grosse partie de responsables RSE
Également pas mal de consultants ou d'accompagnateurs sur le sujet, j'imagine. C'est assez cohérent avec les gens qu'on accompagne aussi en formation. Il y a des ambassadeurs, il y a des managers, très bien, et il y a des salariés curieux. C'est super comme panel, non? Ouais, c'est super. On avait vraiment envie de savoir, à qui on s'adressait ce matin, notamment pour que je puisse, adapter un petit peu mes propos et donc on est très content d'avoir, ce panel. Il y a peut-être des gens qui arrivent pas à se retrouver dans l'un de ces profils. C'était vraiment, voilà, un petit exercice, et merci d'y participer pour savoir un peu mieux, qui vous êtes. Très bien. Alors, on vous propose une quantification de 0 pas du tout à 5 tout à fait. À quel point vous sentez-vous capable d'influencer et de conduire aujourd'hui le passage à l'action de vos interlocuteurs? C'est Ah, très mouvant. ça bouge, ça bouge. Ça va bouger de moins en moins. On a quand même une Mmh. majorité de 3 apparemment. Alors, une soixantaine de répondants. Ça monte. Ok, donc pas mal outillé, mais il n'y a pas beaucoup de 5 hein, quand même. Hein. Non, mais des 3, vous Bien. êtes très nombreux, donc tant mieux. Ça veut dire que vous Ouais. êtes déjà dans l'action, vous accompagnez le changement, et un certain nombre d'entre vous ont envie d'aller certainement plus loin, peut-être plus vite, plus fort. Bah, cette, matinée, elle va vous apprendre certainement vous allez certainement conforter des choses que vous faites déjà et tant mieux. Ça ça vous permettra de repartir en vous disant, «Chouette, c'est déjà ce que je fais, ça conforte mes actions». Mais il y a certainement des éléments qui viendront renforcer peut-être des intuitions que vous aviez ou peut-être des choses que vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant et ça vous permettra, bah, voilà, d'être plus impactant dans votre capacité à influencer et à engager, vos équipes. Merci d'y répondre. Voilà, vous êtes une centaine à avoir répondu, on a une majorité de 3. Super, oui. Alors, deuxième autre question, quel est le public selon vous qui est le plus difficile à mobiliser? Alors évidemment, on a un choix limité pour essayer un peu de catégoriser tout ça. Mais est-ce que c'est plutôt les décideurs, plutôt les instances de gouvernance, plutôt la partie middle management, les managers, plutôt les opérationnels ou les partenaires externes? Ok, là il y a une belle tendance qui se dégage quand même. C'est très étonnant. C'est vraiment on s'attendait pas à ça. Non, non, mais on est raccord. On est dans la même vie. Hmm. On est confrontés exactement à ce que vous exprimez là, hein. Les décideurs, le CODIR, les managers, la ligne managériale. Tiens, moi, je viens de passer, 2 jours avec 20 managers, pour, traiter du sujet de comment intégrer ces sujets dans leur quotidien. On se rend compte qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire, auprès de ce public qui sait pas toujours comment embarquer. On voit que le CODIR, voilà, CODIR vraiment en Ouais. première partie prenante, les managers, puis on retrouve derrière les équipes, OK, c'est Les assez cohérent. opérationnels, les instances de gouvernance quand même, hein, 9 Mmh personnes mh. sur chaque. Ok. Ben, merci pour ça. Et ça continue à répondre. Encore quelques réponses. On va s'arrêter là. Et notre dernière petite chose avant de vous donner nos tips, Mmh. quelle est votre botte secrète à vous pour mobiliser? Alors là, on vous laisse nous répondre, nous donner des bonnes idées. Ah, à l'écoute. Ok. Ah, l'optimisme, j'aime beaucoup ça. Empathie. Écoute, questionner la finance. C'est Oui. un bon levier la finance. Mais oui. L'émotionnel, le nudging. Ah, à la fin, je crois que mes yeux, ils vont être trop petits pour tout voir, mais il faut que je fasse une copie d'écran pour rebondir dessus. Des chiffres. On partagera les copies à l'issue Ouais. du webinaire, la copie d'écran, et puis évidemment à toi aussi, Fanny. Les exemples formés qui apparaît en gros. Très bien. Je suis Qu'est-ce d'accord. qui est chouette, c'est que ce matin, vous êtes très réveillés, Ouais. hyper actifs. Merci beaucoup. C'est plaisant parce qu'on vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Et Alors, l'inaction, je vois. Inspiré par l'exemple. J'attrape des morceaux comme ça. ouais, moi, je me suis fait une petite capture d'écran, ce qui va me permettre de la regarder en grand.
Ok. Ben, merci pour tous vos retours, c'est hyper utile. Alors attends, je vais juste, hop, Et ça j'essaie de faire une résonne pas mal capture avec ce que qu'on va ça vous bouge dire. pas. Voilà, là, ça bouge pas. Ok. Parce que ça va Et là, nous ça être utile marche. aussi de rebondir dessus. L'idée, c'est pas de vous faire faire un petit quiz et de pas rebondir dessus. Donc, je vais me mettre vos bottes secrètes en grand écran. Voilà. Là. Business continuity. Donc, moi, j'arrive à le lire. Hein. Donc, j'ai beaucoup d'écoute, d'empathie. Donc, on va en parler ce matin. D'écoute, d'empathie, d'enthousiasme, d'émotionnel. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Après, il y en a qui parlent de choses plus terre à terre, hein, des sanctions, des chiffres, du réglementaire, la finance, des enjeux de risque. Ouais. Ça, c'est des choses qui reviennent beaucoup, du benchmark, motivation, le lien avec le modèle économique. Donc des choses plus, voilà, plus, on va dire, plus rationnelles, plus quantitatives. Il y en a qui parlent des inquiétudes. Ok. Vous êtes Il y a très même la nombreux à... colère, j'ai vu. Ouais, la colère. Ouais. Je sais pas comment vous faites hein, pour mobiliser le code direct de la colère, mais c'est peut-être la colère qui est votre moteur. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être Ouais. votre moteur d'action. Et puis après, il y a des choses plus innovantes, mobiliser les plus jeunes, Ouais. la performance et la robustesse, ok, donner du sens, le pragmatisme, ok, l'idée vient du manager, donc plutôt être dans on va dire, la pédagogie inversée, peut-être, c'est ça que vous vouliez mettre en avant. Une série de métaphores, donc ça, on va être plus dans le récit, j'imagine. Le récit, le business interest. Bah, merci beaucoup pour tout ça. Moi, je vais les garder évidemment devant les yeux et je rebondirai Précieusement. dessus. Merci beaucoup. Alors, du coup, je repasse côté slide et je vais donc te laisser la main, Fanny, pour présenter les 7 points clés Et bah, avec plaisir. Donc, pour notre l'influence. webinaire, il dure 1 heure. On s'est dit que j'allais essayer de tenir, si ça te va, Carole, en 30 minutes Ouais, pour nous laisser du temps de questions-réponses parce qu'on imagine que vous avez certainement des éléments à nous apporter, peut-être des témoignages à nous faire, des questions à nous poser. Et donc, on va essayer de tenir dans ce timing. Alors, c'est un challenge pour moi hein, parce que, en fait, bah, vous l'avez compris, ça fait longtemps que je travaille sur le sujet, j'ai plein de choses à raconter. Et puis, le programme qu'on vous présentera en fin de webinaire va durer longtemps. Enfin, va durer longtemps, il va pas durer 1 heure, il va durer 2 voilà, jours. 2 jours. Donc, C'est 2 jours, l'occasion de c'est pratiquer. exactement. 2 jours, c'est beaucoup et en même temps, c'est très peu parce qu'on a beaucoup de sujets. On veut rendre ces sujets les plus opérationnels possibles. C'est ce qu'on va faire aussi avec vous ce matin. Donc, mon challenge est le suivant. Tenir dans ces 30 minutes et puis aussi vous apporter des clés. Puisque si vous venez à ce webinaire, c'est que vous êtes curieux d'en apprendre un peu plus. Donc, je vais faire quelques apports et puis je les transformerai toujours en qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne en tant que, alors vous vous nommez comme vous le souhaitez, leader, manager, responsable de ces sujets. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez envie, comme Carole et moi, de faire avancer les sujets. Donc, ce matin, on va se mettre tous au même niveau, peu importe notre métier. On est tous des accompagnateurs au changement. Si on fait ce métier, c'est qu'on a envie que ça bouge et malheureusement, force est de constater, alors moi j'ai cette chance et en même temps cette lourde tâche que de vous dire qu'en 20 ans, il s'est passé des choses, mais possiblement pas assez, parce que quand on regarde l'état actuel mondial sur ces questions, bah, on peut se dire collectivement qu'on a peut-être un peu échoué. Alors je l'ai mis dans le chat tout à l'heure et j'ai évoqué ça en introduction en vous disant qu'il y a quand même énormément de scientifiques qui travaillent sur ces sujets. Vous connaissez tous évidemment le GIEC, le groupe d'experts international qui travaille sur le climat. Et puis, il s'est créé il y a très peu de temps le GIECO. Alors lui, peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est le groupe international d'experts sur les changements de comportement liés au climat. Globalement, on peut se dire que le constat qu'il faut agir, c'est bon, il est fait, il y a un consensus scientifique international. En revanche, maintenant, il va falloir travailler sur cette seconde partie. Alors moi qui m'habite depuis des années, au travers de mes formations et des différentes missions que j'ai pu accompagner, mais c'est celui du changement de comportement. Un petit chiffre pour commencer ce webinaire, on a 80% des personnes qui se disent préoccupées par le climat. Alors ce sont des sondages qui ont été réalisés à l'échelle française, mais également à l'échelle européenne et qui sont assez récents. Maintenant, tu peux rester sur la clé numéro 1. Excuse-moi. 80% des personnes qui se disent préoccupées par le climat, mais moins d'un tiers passent réellement à l'action de façon cohérente. Donc,
je pense que ça, c'est un chiffre qui ne vous étonne pas ce matin. C'est probablement ce que vous vivez au quotidien, dans votre sphère professionnelle, mais également peut-être dans votre sphère personnelle. On a énormément de personnes qui se sentent préoccupées quand on leur pose la question: est-ce qu'elles agissent à la hauteur des enjeux? Bah, la réponse est évidemment non. Donc autrement dit, le problème aujourd'hui, c'est pas forcément la prise de conscience, ou en tout cas la connaissance de ces sujets. Alors loin de moi l'idée d'avancer qu'on a 100% des citoyens dans le monde qui sont préoccupés par ces sujets, hein. Il suffit de regarder un petit peu dans d'autres continents sans les nommer. Mais c'est vraiment le passage à l'action qu'il faut qu'on aille chercher. D'ailleurs, c'est très empreint de ce qu'on appelle la théorie de l'engagement, la différence entre la sphère de la pensée et la sphère de l'action. Pour agir, il faut être conscient. Ça, c'est évident. Donc, toutes les actions que vous avez pu mener, vous, dans vos quotidiens professionnels, qui visent à sensibiliser, créer des déclics au travers de tous les outils qui existent aujourd'hui en 2026, et on a de la chance, soyons conscients de ça aussi, on a pléthore d'outils à notre disposition. Qu'il s'agisse de fraises, de e-learning, de webinars, de MOOC, de jeux. Imaginez quand j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, on n'avait absolument rien. On crée les jeux de cartes, on crée les jeux de plateau, on inventait des webinars, on faisait des conférences qui n'existaient pas. Donc en 2026, on a énormément d'outils pour accompagner. Toutefois, si vous êtes venu ce matin, c'est pas pour que je vous parle des outils à mobiliser, mais c'est pour comprendre comment accélérer votre capacité d'influencer, votre capacité à embarquer. Alors la première clé que j'ai envie de partager avec vous ce matin, c'est c'est celle de l'inaction. Finalement, l'inaction, on se bat contre elle. On se bat contre elle parce qu'elle nous énerve, parce qu'on aimerait bien que ça avance plus. Il y en a même peut-être que ça met en colère. Moi, je suis assez souvent en colère. D'ailleurs, en 2025, je sais pas vous, mais j'ai pas passé une superbe année. Je vous parle pas de ma vie perso, hein, je vous parle de ma vie professionnelle. J'étais assez en colère de voir ce qui se passait dans le monde. Quand les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris, quand on a vu que la CSRD prenait une autre tournure que celle qu'on envisageait, quand j'entendais des dirigeants dire oh, le sujet de la RSE, c'est moins un sujet obligatoire, aujourd'hui on va moins y aller, je me disais soit ils sont fous, soit ils ne voient pas, soit ils n'entendent pas. Mais un dirigeant qui est un CODIR, un COMEX, qui prend pas la mesure que ces sujets ne sont pas des sujets à part, mais sont des sujets de pérennité de business model, ils n'ont rien compris. Alors sachez que les sociologues nous disent hein, que tout le champ émotionnel par lequel on passe, bah, finalement, il faut l'accepter, ce champ émotionnel. Il faut même en faire un moteur de l'action. D'ailleurs, les psychologues nous disent que quand on est dans des phases d'éco-anxiété, moi ça m'arrive assez souvent, tous les jours je dis que le monde va mal, alors je sais pas vous, mais il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, eh bien j'écoute ces experts qui nous disent, eh bien quand vous êtes victime d'éco-anxiété ou de colère parce que ça n'avance pas assez, faites-en des moteurs à l'action. Et c'est la seule façon de retrouver de l'optimisme, de se retrouver dans une action qui est positive. Je vois un petit cœur qui se lève. Faites-en un moteur de l'action. Alors, le message clé que j'ai envie de faire passer avec cette première clé, c'est que les humains, ça c'est important pour vous qui êtes accompagnateur au changement, c'est aussi pour vous aider à prendre du recul par rapport à vos quotidiens. La résistance est presque, alors j'ai mis logique, mais est presque naturelle. Là, pour le coup, si vous regardez les travaux de neurobiologistes, neuropsychologues, écologues, anthropologues qui travaillent sur le sujet, et là, je vous renverrai vers une étude de l'ADEME qui est passionnante. Peut-être que Carole, si tu la trouves, tu pourras la mettre dans le chat ou je le ferai tout à l'heure quand j'arrêterai de parler. C'est une étude qui s'appelle Comment accompagner les changements de comportement, qui est allée chercher des travaux de tout un tas de scientifiques pour venir nourrir le fait que finalement, l'inaction, elle est propre et inhérente à l'espèce humaine. Les humains ne résistent pas au changement, ils résistent à l'inconfort. En fait, le fait de changer, et c'est Coluche aussi qui disait, alors ça va peut-être vous faire sourire, seuls les bébés mouillés aiment le changement, ça laissait entendre que finalement, on est tous très différents face au changement, mais il y a quelque chose qui nous relie, c'est notre incapacité à changer dans le confort. Moi, j'adore le changement, pas toujours quand il est imposé, mais on sait aussi que, voilà, selon une étude de l'université d'Harvard, près de 70% des transformations échouent en grande partie à cause de facteurs humains et comportementaux. C'est le GIECO aussi qui nous a montré dans son étude qui est sortie l'été dernier, je vous invite à lire, alors elle est en version anglaise pour l'instant et c'est le premier chapitre, mais elle est passionnante. Elle nous dit que malgré un niveau de connaissance inédit, les émissions continuent d'augmenter, preuve que le sujet n'est pas seulement de savoir, mais de passer à l'action. On a un phénomène au niveau du cerveau qui nous amène à avoir des biais cognitifs. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ces biais cognitifs.
Il y en a plus de 160 qui ont été identifiés. Il y en a une vingtaine qui sont très connus pour être bloquants dans le passage à l'action d'un point de vue transition écologique et sociale. Et ça nous amène à une inertie presque naturelle. Alors, est-ce qu'elle est rationnelle? Est-ce qu'elle est logique? En tout cas, elle est naturelle. On a un cerveau qui préfère le connu, le court terme et le moindre effort. Quand on est dans cette partie du cerveau-là, alors on est dans une zone de confort. Ça nous amène même à vivre une zone de confort qui crée de l'endorphine, pour vous dire. Et donc ce cerveau, il redemande ça. Quand il s'agit de parler de transition écologique et sociale, et notamment de tout ce qu'il va falloir inventer, faire différemment, eh bien, on parle ici d'innovation, d'apprendre à acheter différemment, à produire différemment, etc. Eh bien là, on n'est plus du tout dans cette phase, dans cette partie du cerveau, dans le confort, on est plutôt dans l'inconfort. Alors on a 2 phénomènes, on a le biais du statu quo par exemple et puis la préférence pour le présent, qui rendent les efforts climatiques particulièrement difficiles à maintenir dans la durée. Ce que je vous raconte là, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues, déjà lues, alors que retirer quand on est, accompagnateur de ces sujets? Eh bien qu'il y a un vrai fossé entre l'action et l'intention qui est reconnu et qui est comme un verrou central de la transition. Alors vous, il faut que vous acceptiez un petit peu plus le fait que l'inaction est presque logique au vu de la compréhension du corps humain et de son cerveau. Si, les équipes que vous devez accompagner, si les comités de direction, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, sont difficiles à manager, en tout cas, pas manager, mais à mobiliser. Oh là là, loin de moi l'idée de vouloir manager le CODIR. Mobiliser le CODIR, si c'est compliqué d'accompagner les équipes, il est probable que ça soit ni lié à la thématique que vous portez, ni lié à votre propre action. Donc inspirez, expirez, vous n'êtes pas la raison de l'inaction. Les sujets que vous portez sont des sujets qui ont du sens, qui sont légitimes. Donc ça veut dire qu'il faut accepter, non pas l'inaction, mais il faut l'accepter comme un phénomène presque contraint et naturel et se dire qu'il va falloir user d'un certain nombre de leviers et vous en avez listé plein ce matin. L'émotionnel, l'écoute, montrer l'importance, de la pérennité du business model, aller chercher des exemples concrets, se projeter, peut-être faire différemment, travailler sur du design thinking, sur des récits prospectifs. En tout cas, il va nous falloir faire différemment. Le GIECO, dans son étude de l'été dernier, ça m'a fait un peu mal de le lire, mais laisse entendre que collectivement, il faut peut-être se dire que les leviers qu'on a utilisés ces 20 dernières années, si on se dit que la mobilisation a vraiment commencé dans les années 2000 au niveau des entreprises, peut-être que les leviers qu'on a mobilisés, ne sont pas les bons leviers. Alors moi, je l'ai pris un peu mal quand je l'ai lu. Je me suis dit: «En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a fait sur ces 20 dernières années n'a servi à rien». Alors je crois pas que collectivement, il faut qu'on parle d'échecs, sur ces sujets. Peut-être simplement que les outils qu'on a utilisés ont permis cette prise de conscience, mais n'ont pas permis le passage à l'action. On va voir ce qu'on va pouvoir mobiliser pour, aller plus loin sur ces questions. Donc le retour que je vous donne ici en termes de conseils et de leviers, acceptez l'inaction, mais détournez-la en réduisant l'effort perçu, en simplifiant au maximum l'action attendue, parce qu'on le sait, il va être difficile de monter la marche. Donc à vous vraiment de trouver les solutions qui permettront d'engager sur ces sujets. On les verra ensuite, hein, ces solutions, mais en essayant plutôt d'être dans la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie des petits pas, la preuve par l'exemple, travailler sur des projets pilotes. Quand on parle du comité de direction, être sur des choses très, très, très opérationnelles. Là, j'étais dans une entreprise la semaine dernière qui me disait comment on va vendre l'idée de la feuille de route RSE qu'on a travaillé au comité de direction. Ils vont prendre ça comme un tsunami. Alors, on a réduit la voilure. On a un plan d'action sur plusieurs années avec une centaine d'actions issues des travaux de la CSRD. Au CODIR, on est allé présenter les chantiers clés pour cette année. Avoir des ambitions long terme, c'est super important. Avoir des raisons d'être, etc. Et c'est des travaux, j'imagine, que vous avez déjà menés. C'est aussi important pour un CODIR que pour les équipes. Mais à un moment donné, il faut revenir aussi à des choses très tangibles et opérationnelles de court terme. Il faut que les équipes aient compris ce sur quoi elles peuvent agir au quotidien. Voilà, donc ambition long terme. Donc travailler vraiment le long terme et le court terme. On va passer à la clé suivante. Vous allez voir qu'on est vraiment dans une suite logique. Elles sont toutes interconnectées. La clé numéro 2, c'est que on va avoir envie de se jeter corps et âme sur des idées d'action, parce que l'inaction nous rend tellement tristes de voir que ça bouge pas qu'on a envie d'aller dans l'action. Alors moi, j'ai très souvent des entreprises qui me contactent en me disant ça bouge pas,
On a une idée de mettre en place une application, un jeu qui va permettre de mobiliser les équipes. On aimerait bien mettre en place une fresque pour sensibiliser tout le monde. Go, comment on s'y prend? Et là, je leur pose la question de est-ce que vous avez identifié les freins? Ils me regardent avec des yeux, c'est-à-dire identifier les freins. Est-ce que vous avez mis en place ah non, c'est vraiment la clé d'avance. Pas besoin de changer. Est-ce que vous avez identifié les freins? Est-ce que vous avez réalisé un diagnostic, un état des lieux? Et ça, c'est quelque chose qui est, c'est vraiment le parent pauvre des entreprises que j'accompagne, qui ont tenté des choses. Alors en plus, parfois, elles ont tenté des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous connaissez l'adage, on n'a jamais l'occasion de faire une première impression. Donc quand on lance des projets et qu'ils échouent, c'est pas la fin du monde, évidemment, on peut rebondir sur ces échecs. Mais quand on a fait une première intervention dans un codir qui n'a pas fait mouche, quand on a lancé une action auprès des collaborateurs et puis que c'est retombé aussi vite derrière, bah, c'est d'autant plus compliqué d'aller réveiller les foules une fois qu'on les a déjà mobilisés sur un sujet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas un meilleur outil qu'un autre. Parfois, j'ai des responsables RSE qui me disent, selon toi, est-ce qu'il faudrait mettre en place une appli, une fresque, un outil, un e-learning, que sais-je, un atelier en design thinking? Et en fait, je reviens aux fondamentaux. Si vous vous formez à l'accompagnement au changement, je prends par exemple des ouvrages tels que écrits par Cotter, quand vous regardez les différentes étapes, bah, la première étape, c'est celle de réaliser un diagnostic du changement. En quoi ça consiste? Ça consiste à se poser des questions sur quelle est la culture de mon entreprise, l'historique du changement, quelle est l'organisation et la gouvernance mise en place, quels sont les niveaux de freins qui existent dans l'entreprise? Alors, il y a les freins d'ordre collectif, il y a les freins d'ordre individuel. Alors, les freins individuels, on va être davantage sur le niveau de sensibilité, le niveau de connaissance, les peurs, les habitudes. Les freins collectifs, on sera davantage sur la culture de l'entreprise, les process, les ressources mises en œuvre. Vous voyez qu'on a des freins un peu différents. Déjà, c'est hyper intéressant de les distinguer parce que quand on est accompagnateur en changement, il y a des freins qu'on peut plus facilement lever que d'autres. Et typiquement, les freins collectifs, je dis pas qu'on peut pas agir dessus, au contraire, hein, la culture, les process, mais par contre, ça prend du temps. Alors que quand on est sur des freins individuels, c'est des choses qu'on peut parfois plus facilement actionner. Donc ce travail d'identification des freins, il est nécessaire et incontournable. Ça, s'il y a bien un conseil que je vous donne ce matin, ça peut vous paraître long, ça peut vous paraître un retour en arrière que de réaliser des diagnostics, mais en fait, vous gagnerez tellement de temps et d'efficacité et de pertinence après coup que vous me remercierez de reprendre un peu de recul par rapport au dispositif que vous avez accompagné en réalisant des diagnostics. Ce que nous apprennent également les sociologues sur le sujet, c'est que c'est pas le système ou les individus qui posent problème, hein, c'est l'interaction entre les deux qui crée la résistance. Donc, une solution qui ne prend pas en compte ces interactions bah, risque d'échouer, même si elle est pertinente sur le papier. Si vous pensez pouvoir accompagner sans comprendre les freins, mais vous renforcez tout simplement la résistance. C'est Carl Jung d'ailleurs qui nous disait ce à quoi vous résistez persiste. Voilà. Donc vouloir à tout prix accompagner malgré les résistances, les freins, bah, c'est continuer à persister dans un modèle qui très possiblement ne fonctionnera pas. Et parfois, on renforce même le problème en ajoutant une solution mal adaptée au système existant. On parle d'effet rebond ou de rejet ou d'inertie accrue. Donc le conseil que je vous donne là, passez du temps à diagnostiquer sur le terrain. Ça peut passer par des interviews, ça peut passer par des ateliers, par de l'observation. Moi, ça m'arrive de réaliser des focus group. On prend du temps avec des groupes de comprendre. C'est plus simple de le faire souvent. Alors, je prône pas mon métier qui est celui de consultant de vous vendre des missions, mais parfois c'est plus simple de prendre un tiers externe pour réaliser ces ateliers. En revanche, si vous avez un super bon feeling avec les équipes, qu'il n'y aura pas de filtre dans la capacité de liberté d'expression, c'est là où je voulais en venir, hein, dans ces ateliers, ces interviews, alors allez-y. Hein, moi, j'accompagne des responsables RSE, on les aide à monter ces diagnostics et c'est eux qui les portent, c'est eux qui les animent et ça se passe très bien. Mais ça peut être aussi un point sur lequel vous pouvez vous faire aider. Donc, l'importance de la compréhension des freins avant de vouloir convaincre et engager. Ça, c'est vraiment une clé essentielle. Si on passe à la clé numéro 3, une fois qu'on a identifié les freins, qu'on sait un peu mieux quelle est l'entreprise dans laquelle on vit, puis en plus, quand ça fait longtemps que vous êtes dans une entreprise, parfois, bah, en fait, vous êtes vous-même un peu floué parce que vous connaissez de l'entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise nouvelle et que vous venez d'arriver, c'est la première des choses que vous devez faire, hein, l'état des lieux. Ensuite, c'est la construction de l'engagement.
Ce que je veux indiquer ici par l'engagement se construit sur du long terme et l'engagement se construit, il ne se décrète pas, c'est qu'on n'embarque pas avec des petits outils. J'ai trop d'entreprises qui me disent: «Oh, on a mis en place un e-learning, il s'est rien passé derrière». Ouais, je leur réponds: «Bah, c'est très étonnant». On a mis en place une fraise, alors je prends souvent l'exemple des fraises parce que j'imagine que vous en avez tous vécu ou vous en avez tous animé dans vos entreprises. Heu, une fraise, c'est un outil formidable, c'est de la pédagogie inversée. Moi, j'ai créé les premières fraises dans mon premier travail il y a déjà 20 ans, donc c'est des outils, en fait, qui sont formidables pour rendre le récepteur acteur de ses propres apprentissages, de ses propres actions. En revanche, j'ai aussi beaucoup d'entreprises, peut-être que vous l'avez vécu, qui me disent: «Bah, il s'est rien passé derrière». Alors, ce qui est pas étonnant, c'est qu'un changement, une mobilisation, elle s'accompagne sur du temps long. Dans votre posture d'influenceur, de leader, d'accompagnateur au changement, il y a un savoir-être qu'il va falloir absolument développer si vous l'avez pas. C'est absolument la patience, la pugnacité. Je ne sais pas si c'est des termes qui vous parlent et qui résonnent en vous, mais si vous ne faites pas preuve de patience, de pugnacité, si vous faites pas partie de ces gens qui ne lâchent pas aux premiers échecs et se disent qu'il faut continuer, ça va être très difficile d'accompagner le changement. Parce que le changement, il se vit sur du temps long. Quand j'accompagne des projets d'entreprise qui me parlent d'une formation sans penser l'amont, sans penser l'aval, je leur dis: «J'ai beau, être bonne animatrice, on a beau avoir toutes les ressources qui vont bien pour faire une journée formidable, s'il y a pas de suivi derrière, il est fort à parier qu'il se passe rien derrière». D'ailleurs, j'ai même des entreprises qui m'en veulent, parce que quand on fait des projets, et qu'il y a la réunion de fin de mission, à la fin de la formation, et que je leur dis: «Le plus dur reste à venir», ils me disent: «Attends, ça fait 1 an qu'on forme tous les commerciaux de l'entreprise. On a mis des ressources incroyables pour former nos 500 commerciaux». Je pense à une banque que j'ai accompagnée il y a pas longtemps et que je leur dis: «Le plus dur reste à venir». Bah, évidemment. Si vous accompagnez pas, l'intégration dans le système de management, si, je parle par exemple de la rémunération variable qui serait indexée sur des critères en lien avec, par exemple des objectifs en lien avec les RSE. Si, vous faites pas de suivi pour savoir comment, les équipes ont pu transmettre ça, en tout cas intégrer ça dans leur pratique professionnelle. S'il y a pas le challenge qui va bien pour, redonner vie à ça sur le long terme. Si on fait pas du suivi de connaissances avec des conférences, avec, des pairs qui vont venir accompagner des projets et cetera, bah, en fait, c'est l'effet soufflé, quoi. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Je sais pas si vous avez fait déjà un soufflé au fromage. Il gonfle. Moi, ça me fait à peu près ça avec toutes mes pâtisseries. Elles sont magnifiques derrière la porte du four, je l'ouvre, ça retombe aussitôt. Donc les solutions existent. Alors ça, c'est aussi pour vous rassurer ce matin. Je ne sais pas si vous allez de temps en temps au salon Pro Durable. Bon, il y a 20 ans, il y avait 10 exposants, hein, on était 3 aux réunions. Aujourd'hui, il y a plus de 800 exposants, je crois, même peut-être un peu plus, avec une batterie d'outils qui existent, de formation et cetera. Donc ça, c'est un peu pour vous rassurer. Maintenant, il faut que vous arriviez à construire des projets, d'accompagnement. Si vous voulez vraiment embarquer, puisque c'est le thème de la journée, comment influencer, réussir à engager, bah, il faut engager sur le long terme. Donc il faut construire une logique systémique, peut-être aussi arrêter de raisonner simplement en filière métier en se disant: «Les métiers, il faut qu'ils se parlent entre eux». Donc il y a peut-être aussi c'est sortir de ces canaux, ces logiques métiers, de tunnels métiers et imaginer que quand on a formé des équipes, peut-être créer des POC, enfin des POC, alors c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais ça peut être, des ateliers en design thinking avec des équipes, des projets d'innovation, qui vont permettre à des acteurs sur une filière avec des métiers différents de bosser ensemble. Ça, c'était, l'engagement qui se construit sur du long terme et vraiment avec une logique de projet d'engagement et de mobilisation. Donc construisez des parcours en plusieurs étapes qui durent sur le long terme et posez-vous toujours la question: «Qu'est-ce qui se passe si moi, l'accompagnateur en changement, je quitte le projet?» Ça, c'est quelque chose, vous devez vous l'écrire sur un post-it et vous le mettre quelque part sur votre ordinateur. Mon ambition, ça doit être votre ikigai. Mon ambition, mon projet, mon objectif, c'est de faire en sorte que les équipes agissent de façon autonome, de façon irrémédiable. Si vous arrivez à atteindre ça, alors vous avez rempli votre job, qui est celui de rendre les équipes vraiment autonomes au quotidien et qu'elles le fassent même de façon, alors là, pour le coup, logique, en intégrant ça au quotidien dans leur métier. Et puis par ailleurs, qu'elles le fassent de façon irrémédiable, c'est jamais de retour en arrière. C'est pour ça qu'on construit les projets de façon long terme.
J'ai un petit œil sur le timing. On va passer à la clé numéro 4. Fanny, on a perdu ton image, je pense. Enfin, en tout Ah, cas, je ne on te a vois perdu plus. mon image. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Elle revient. Alors, vous n'êtes pas seul à activer, ça c'est la clé numéro 4. Parce que quand je parle de ça, parfois j'ai des personnes qui sont ambassadeurs RSE, responsables RSE, même salariés qui me disent oh, ça fait un peu de tsunami d'imaginer des énormes projets à long terme, être tout seul à porter ces sujets. Je sais que votre quotidien il est compliqué parce que vous devez gérer des sujets opérationnels, des sujets de reporting, vous devez aller convaincre le codir, vous devez traiter des sujets de bilan carbone, de biodite. Donc, c'est énormément de sujets pour vous. Vous ne pouvez pas être partout. C'est pour ça qu'il faut rendre les équipes aussi autonomes. Hein. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez être des fabuleux et fabuleuses chefs d'orchestre, mais vous avez besoin de musiciens. Je ne sais pas s'il y a des mélomanes dans cette salle aujourd'hui, cette salle virtuelle. Moi, je suis violoncelliste. Avant d'arriver à jouer dans un orchestre en chef d'orchestre, il faut être très, très bon musicien. Donc, on a besoin de vous. Alors, on rêve que nos métiers disparaissent. Hein. Moi, mon rêve 2050, c'est qu'on n'ait plus besoin ni de responsables RSE, ni de consultants RSE. Bon, mon rêve est un peu, à mon avis, est un peu fou parce qu'on sera encore là, je l'espère. Mais c'est ça notre ambition, c'est de faire en sorte que les équipes l'intègrent. Alors, vous n'êtes pas seul à porter ces sujets. Quand on dit être un bon influenceur dans l'entreprise pour réussir à activer, être un bon influenceur, c'est aussi être capable d'aller identifier les bonnes personnes dans l'entreprise. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que le changement, il ne se diffuse pas, il se propage. D'accord. Il ne se décrète pas, il ne se diffuse pas, il se propage. Donc, il faut vraiment croire dans la force du collectif. Ça, c'est un outil, si vous venez vous former avec nous à l'Académie Carbone 4, on vous formera un outil qui s'appelle la sociodynamie ou la stratégie des alliés, qui est un outil qui est hyper puissant. J'en discutais encore hier avec un responsable RSE que j'ai accompagné dans la structuration de sa démarche RSE, mais on a beaucoup fait d'accompagnement au changement ensemble. Et avant d'intervenir en CODIR, vous qui avez des difficultés à accompagner les CODIR, eh bien, on utilise cet outil. Cet outil, il permet de positionner des personnes. Alors, l'idée, c'est absolument pas de leur mettre une étiquette sur le front, mais d'identifier leur niveau d'action et de capacité aussi à apporter de la critique constructive à un projet. Donc, on regarde la capacité à avoir un avis constructif et la capacité à agir. Et en fait, parfois, on se trompe d'alliés. On a l'impression que les personnes avec qui on s'entend bien, qui sont positives, qui sont hyper, ouais, au quotidien, c'est hyper galvanisant d'être avec ces personnes qui vous font du bien. Et parfois, on prend un peu de recul. Alors, c'était le cas avec le responsable RSE dont je vous parlais, et où je lui disais, bah, en fait, Martine, tu vois, après avoir fait un codir, Martine, c'est pas ton allié. Hein. Alors, c'est une super copine, elle est solaire, elle est hyper joyeuse et positive, mais elle n'apporte rien au projet. En revanche, la personne que tu me décrivais dans le codir, qui est toujours là, l'empêcheur de tourner en rond, qui est toujours critique, qui s'arrête toujours dans le projet pour dire mais ça va pas fonctionner, qu'il y a des conditions d'adhésion, eh bien, je suis d'accord avec toi. Je vois pourquoi tu partirais pas en vacances avec lui. Je comprends pourquoi tu déjeunes pas avec aussi. Mais c'est un super allié pour ton projet. Et en fait, ces outils, cette capacité à prendre du recul sur vos projets, d'avoir le bon niveau d'influence, la bonne capacité à embarquer, elle passe aussi par le fait d'aller identifier vos alliés, les hésitants et également les opposants. Donc ça, c'est un outil formidable. Je vous mets un peu l'eau à la bouche en vous en parlant, mais faut vraiment que vous veniez vous former. Après, il y a des écoles qui permettent de se former sur le sujet. Même si vous ne venez pas dans notre formation, on voulait que ce webinaire soit hyper utile pour vous. Ça s'appelle la sociodynamie, donc vous pourrez aller chercher un peu d'apport sur la question. On sait que en entreprise, hein, les alliés actifs sont souvent minoritaires. Ils représentent que 10 à 15% des personnes avec qui vous travaillez. On a un gros corps mou, désolé de l'appeler comme ça, mais ce sont les hésitants, les passifs. Hein, je sais, mais bon, j'attends que ça. Après moi le déluge, hein, globalement. J'agirai quand la réglementation nous mettra le couteau sous la gorge. J'agirai quand j'aurai l'ombre d'un objectif indexé sur les RSE dans mes objectifs opérationnels. Or, ces 10-15% d'alliés, c'est ceux qui vont permettre de faire basculer un collectif. L'objectif, c'est pas l'unanimité. Vous n'arriverez jamais à mobiliser les foules, à avoir 100% d'acquis à la cause. En revanche, atteindre un seuil qui déclenche une bascule collective, c'est comme ça que tous les projets ont réussi à basculer.
que tous les droits sociaux, si vous revenez un peu dans l'historique de nos dernières années, que tous les droits sociaux ont réussi à avoir une bascule comme ça. C'est pas faute, c'est pas à cause des opposants qu'on n'arrive pas à avancer, c'est vraiment faute d'alliés. Donc trouver ce seuil d'alliés, c'est vraiment assurer une bascule sur les projets. Donc ça, c'est aussi important que vous vous entouriez. Et puis pour terminer, ces alliés, il faut aussi que vous les bichonniez. Donc, quand on a une équipe d'ambassadeurs, je crois qu'il y en a aujourd'hui qui sont là, mais il y a aussi des responsables RSE qui ont leur propre réseau d'ambassadeurs. Bah, ces ambassadeurs, il faut les bichonner. Ça veut dire qu'il faut les former plus que les autres. Ça veut dire qu'il faut leur donner un coup d'avance. Ça veut dire que dans vos codires, il faut aussi identifier vos alliés. Il faut que vous arriviez à identifier des sponsors. Ces sponsors, il faut leur donner la parole. Il faut qu'ils soutiennent vos projets. Voilà. Tout seul, vous n'arriverez pas à être sur tous les fronts. Et puis, ça fait du bien aussi d'être dans des collectifs de personnes qui agissent, qui font à vos côtés et qui ont les mêmes ambitions. Donc ça, c'est aussi très bon au quotidien pour soigner son propre bien-être, son propre bien-être. On va pouvoir passer à la clé numéro 5. Alors j'ai dit qu'il y en avait 7, donc il nous en reste 3 si mon décompte est le bon et j'ai un petit œil sur le timing. Tout va bien. Ensuite, une fois que j'ai parlé du fait d'accepter l'inaction en lien avec ce changement qui est presque naturel chez l'humain, le fait de réaliser un diagnostic sur vos freins, de créer des parcours, des vrais parcours sur le long terme construits d'accompagnement au changement et de mobilisation, de vous dire que vous n'êtes pas tout seul, mais parfois vous l'êtes tout seul. Vous l'êtes quand vous prenez la parole. Donc c'est ça aussi qu'on a envie de partager avec vous. Travailler son influence et sa capacité de leadership pour engager, ça passe aussi par la parole. Alors là, je vais vous faire 2 apports avec cette clé numéro 5 et cette clé numéro 6, et 7 d'ailleurs, sur votre capacité à avoir les bons mots au bon moment et de la bonne façon. Un bon message, mais mal formulé, n'aura pas l'impact escompté. Alors vous êtes amené, d'ailleurs c'est une arme qui est assez facile. Alors quand je parle d'arme, évidemment, vous transformez le terme en positif si vous le souhaitez, mais votre levier numéro 1, c'est vous et la façon dont vous incarnez le sujet, la façon dont vous en parlez. Alors quand je dis vous, c'est vous accompagné de tous vos alliés, hein. Les ambassadeurs, les managers qui doivent être capables aussi de prendre la parole sur le sujet, c'est aussi vos comités de direction. Le cerveau filtre en permanence, je parlais du cerveau en premier lieu, mais ce cerveau, il filtre en permanence ce qu'il entend, et sans émotion ou sans pertinence immédiate, un message peut être ignoré. Alors c'est là où le GIECO, dans son rapport cet été, si vous le lisez, nous parle d'une fenêtre d'action qui se referme rapidement. La qualité des messages devient critique. Alors en 2026, c'est hyper important et incontournable, d'ailleurs au vu de l'accélération de la réglementation sur le sujet, de faire attention à la façon dont on utilise nos arguments et la façon dont on les construit. Prendre la parole, c'est aussi faire preuve de transparence, de crédibilité, de légitimité. Et là, il y a matière aussi à se former sur le sujet. Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on veut en matière de transition écologique et sociale. Il y a des règles, il y a des recommandations, il y a l'ADEME, il y a la RPP, il y a l'ISO 14021. Alors c'est peut-être des choses que vous ne connaissez absolument pas, mais je vous l'ai dit si vous avez envie d'aller les creuser. Et donc, c'est important d'avoir un message qui soit légitime, responsable et efficace, mais c'est aussi important d'avoir des messages qui captent l'attention, pardon. Donc l'importance de l'impact du message, son enrobage, donc la forme est aussi importante que le fond. Les choix des arguments que vous allez pouvoir utiliser sont hyper importants. Donc là, vous pouvez vous former également à la communication engageante. Je vous parlerai juste après des rhétoriques, mais la communication engageante, c'est on sait qu'il y a des arguments qui fonctionnent mieux que d'autres vis-à-vis de nos publics. Alors, nos publics sont différents. Moi, je mobilise pas les mêmes arguments pour un codir que pour des équipes managériales ou des équipes opérationnelles. D'ailleurs, vous en parlez dans les clés que vous avez mis ici. Vous avez mis, je vais utiliser les neurosciences, les nudges, je vais utiliser les benchmarks, les benchmarks qui utilisent très très fortement avec des comités de direction. Bref, on va pouvoir utiliser des arguments qui fonctionnent en fonction de ces cibles. Donc, apprenons à connaître nos cibles. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, quelles sont leurs attentes, leurs émotions, leurs besoins fondamentaux. Ça, c'est hyper important. Et là, je vais assez vite pour terminer, les neurosociologues nous disent, et il y a plein de leviers qui existent en communication engageante, notamment la norme sociale. La norme sociale, c'est un levier central pour faire évoluer un système, une mobilisation des équipes, parce qu'on sait que quand on montre que les autres le font, alors c'est un des leviers dont je peux vous parler, mais je pourrais vous en donner une dizaine, c'est un levier en communication engageante qui va être hyper
hyper utile parce que ce que font les autres influence davantage ce que vous dites. Donc, être en capacité d'aller mobiliser des arguments qui montrent, par exemple, que les autres le font par du benchmark, par du témoignage, ça va avoir quelque chose de très impactant dans ce qui va se passer dans le cerveau. Donc, reformulez vos messages en y intégrant plein de clés. Vous pouvez également lire un ouvrage qui s'appelle Le petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens, que vous connaissez certainement, et l'usage des honnêtes gens, qui date déjà un petit peu, mais qui est formidable pour ça, qui vous donne des techniques de mobilisation pour rendre vos prises de parole plus impactantes. On va terminer avec la clé numéro 6 pour laisser vraiment du temps à la présentation de la formation, puis aussi aux questions-réponses que vous aurez. Sur la rhétorique. La rhétorique vient en complément de la communication engageante. Donc là, la communication engageante, c'est plutôt les neurosociologues qui nous apprennent énormément de choses sur ce qu'on peut mobiliser en arguments pour faire passer à l'action. Mais il y a aussi l'importance de la façon dont vous incarnez ces sujets. Là, je vais faire court parce que je pourrais y rester des heures. Ce sujet me passionne. La rhétorique au service de votre influence. En fait, simplement vous dire que la rhétorique, c'est apporter des preuves pour nourrir la clarté, le rationnel, la logique, c'est ce qu'on appelle le logos. De avoir une posture qui amène et qui diffuse de la crédibilité, de la responsabilité, voire même un effort de morale vis-à-vis de ce que vous dégagez, de ce que vous créez dans les arguments que vous partagez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éthos. Et enfin, le pathos, c'est ce que vous allez créer dans le champ émotionnel. Et on sait que c'est l'éthos et le pathos. Alors attention, le pathos, pas le pathos, on va faire couler des larmes en parlant de la fin du monde à votre codir. Non, le pathos, c'est ce que vous allez créer comme émotion positive, les récits prospectifs. Aller chercher les motivations individuelles qui font qu'un codir, ça les embarque. Faire en sorte que des managers sont fiers de porter des sujets, sont contents d'apporter du sens à leurs équipes qui parfois en manquent au quotidien. C'est ça, créer des émotions positives. On est très bon sur le logos. Enfin, moi, je vous fais confiance. On a des acteurs comme Carbone 4 et d'autres qui nous apportent plein d'éléments rationnels avec des chiffres, des faits, etc. Donc ça, on n'en manque pas. Par contre, sur l'éthos et le pathos, là, il y a vraiment à travailler. Et en France, on n'est pas très bon sur le volet émotionnel. Et d'ailleurs, je termine là-dessus. Le GIECO nous a rappelé cet été que c'était vraiment le levier qu'il allait falloir mobiliser, qu'on n'avait pas assez mobilisé les années d'avant sur ce fameux spectre de l'émotionnel. Et je terminerai vraiment là sur la partie des objections parce que vous serez peut-être très bon pour réaliser votre diagnostic, identifier des actions mobilisantes. Vous allez vous former à la rhétorique et vous allez devenir de super bons rhétoriciens sur le sujet. Et donc, ça va vous aider à avoir un leadership plus fort sur le sujet ou même une capacité d'influence. Et vous entendrez au quotidien quand même des équipes qui auront des objections. Alors ça, c'est vrai en codir, en comex, avec les managers, les équipes. Et là, de la même manière, on peut se former à ça, on peut s'entraîner. Alors l'objection, moi, je la vois pas comme un problème, mais vraiment comme une opportunité. Ah tiens, j'ai écrit 2 fois et. Je voulais tellement que l'objection soit une opportunité que je l'ai écrit 2 fois. L'objection, c'est une formidable opportunité. Moi, quand je suis face à un groupe où j'ai aucune question, je me pose des questions. Je me dis: «Oh là là, j'ai pas réveillé, les foules, quoi». C'est-à-dire que j'ai pas réussi à créer quelque chose qui fait que les équipes ont envie de débattre, d'argumenter. On voit derrière l'objection souvent des freins, des blocages. En fait, les objections, il faut savoir les traiter. Donc en fait, les écouter, les reformuler. D'ailleurs, c'est ce que vous avez mis ici, écoute, reformuler, je voyais dans votre nuage de mots là, faire preuve de pédagogie, d'écoute, parce que derrière l'objection se cache souvent un frein et souvent pas en lien avec l'objection que vous entendez. Donc quand j'entends: «J'ai pas le temps», «Ça coûte trop cher», gratter un peu, donc c'est ça, il y a une technique, qui consiste à écouter, à argumenter et puis on n'argumente pas quand on est dans le champ des opinions. Donc c'est là où il faut être capable de faire la différence entre le factuel et l'opinion. Si on commence à argumenter et je sais que ça vous arrive, quand vous entendez une objection, que vous avez envie d'y répondre tout de suite, eh bien, le risque, c'est que vous soyez dans un débat d'opinion et ça, c'est stérile. 1, c'est stérile. 2, vous perdez du temps. 3, parfois, ça vient même entacher votre crédibilité, votre légitimité sur le sujet. Et je pense notamment à vos prises de parole quand vous êtes en comité de direction. Et donc, quand on est dans des opinions, on ne répond pas à l'opinion. On l'accueille, mais par contre, on remonte à des faits. Et pour ça, on argumente, on reformule. Et là, quand vous arrivez dans le factuel, vous allez pouvoir argumenter, vous allez pouvoir comprendre cette objection, comprendre ce qui se cache derrière et arriver au point central, c'est qu'est-ce que la personne, dans quel niveau de sensibilité la personne, quel est son besoin fondamental auquel je dois répondre. Donc tout ça, vous pouvez vous entraîner,
ça s'apprend et c'est ce qu'on vous propose de vivre si vous venez à nos côtés vous former sur tous ces sujets. Voilà. Donc le débat est normal, les freins sont normaux, ça c'est aussi ce qu'il faut que vous reteniez un petit peu et prendre du recul. En revanche, ça nécessite d'adapter votre capacité à l'accompagner en mettant en branle en fait tous les leviers que j'ai évoqués ce matin. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, il y en a certainement certains sur lesquels vous êtes déjà très efficace. N'hésitez pas à identifier ceux que vous mobilisez pas assez. Ça peut être votre feuille de route à l'issue de ce webinaire et de vous dire là-dessus, il faudrait que voilà, j'aille plus ou que je me forme davantage pour être en capacité d'avoir une action plus efficace auprès de vos équipes. Et j'en ai terminé pour cette petite présentation et des 7 clés. Eh ben, merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation. Je vois qu'il y a plein de cœurs, d'applaudissements. Voilà, c'est super agréable. Je vais vous parler d'une minute du parcours de formation et puis on va laisser la place aux questions-réponses. Oui, parce qu'il y en a déjà. Alors, je suis en train de les regarder. Je vais Ouais. laisser Carole présenter le webinaire et promis, je réponds aux questions juste après. Donc effectivement, vous avez fait un petit teasing. Donc on propose donc cette formation au catalogue. La première session, la prochaine, aura lieu les 30 juin et 1er juillet. Une page web qui vient tout de suite d'apparaître sur notre site, elle est arrivée hier, qui décrit un petit peu tout ça. Donc il y a 13 heures en présentiel sur 2 jours, 6h30 par jour. Et puis il y a 1 heure de contenu en ligne avec des petits quiz et voilà. Le tarif est de 1 500 € et n'oubliez pas que nos alumni, les gens qui ont déjà suivi une formation chez nous, ont 10% de réduction sur ce tarif. Globalement, le programme ne va pas trop vous surprendre. On passe une première journée à travailler justement sur le long terme et c'est notamment l'objet d'une des questions, donc on pourra en discuter. Donc avec les freins, les biais cognitifs, ce parcours de mobilisation des équipes dont vous a parlé Fanny, et puis la stratégie des alliés. Et sur la deuxième journée, on va plutôt travailler sa communication personnelle. Donc, comment influencer ces parties prenantes à travers la communication, à travers la rhétorique, à travers ethos, logos et pathos. Voilà, et la notion de traitement des objections. À chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des mises en pratique, vous faire pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est vraiment l'objet de la formation. Euh, Évidemment, on vous ramènera les clés dont on vient de vous parler, mais aussi l'objectif, c'est bien de pratiquer dans un environnement safe. Pratiquer et vous repartez aussi, je peux compléter avec des outils, c'est-à-dire tous les outils que j'ai évoqués. Là, il y avait des questions dans la question-réponse. Est-ce qu'il existe des outils pour réaliser un diagnostic? On vous en fait tester un en formation et vous repartez avec. Cette formation, elle se veut la plus opérationnelle possible, que ça soit dans la pratique, mais dans les outils avec lesquels vous repartez. Merci beaucoup, Carole. Alors, si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas à les poser. J'ai vu pas mal de choses. Le chat est désactivé, mais je crois qu'on ne traite que par les Ouais, questions-réponses, hein, Carole, c'est ça? c'est Donc, ça. si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas, Carole y répondra. Et puis moi, je vais prendre les questions qui ont été posées dans le chat pour essayer d'y répondre. Anne disait accompagnateur, accompagnatrice, évidemment. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans nos métiers. Moi, je suis contente d'être travailler avec des hommes. Et alors, est-ce que le sujet, est-ce que les femmes sauveront le monde? Est-ce que est-ce que les femmes viendront au service des hommes? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans nos métiers, alors c'est peut-être aussi, il y a déjà eu des études hein, d'ailleurs sur le sujet. Pourquoi on a plus de femmes dans ces métiers d'accompagnement, etc. C'est une vraie question d'ailleurs qui m'interroge. Il y a le champ hein, émotionnel, peut-être qui est plus. D'ailleurs, on nous forme plus petit à avoir ces émotions quand on est fille, quand on est garçon, de ce côté être. Et donc en fait, il y a aussi une société qui nous amène à avoir ces développements de champ émotionnel peut-être plus riches chez la gente féminine que la gente masculine. Et d'ailleurs, il y a des écoles et c'est super intéressant dans les pays nordiques qui essayent d'inverser la tendance avec des écoles où ils remettent les garçons ensemble pour leur apprendre à développer ce champ et les filles à développer d'autres choses
choses. Par exemple, la pugnacité, et je crois qu'on est Assertivité. voilà, l'assertivité, c'est vrai. L'assertivité, cette capacité d'influence aussi, être assertif, être sûr de soi, et ça, c'est notamment dans le l'éthos, dans ce que vous incarnez. Être sûr de soi, c'est aussi hyper important quand on veut avoir et nourrir sa capacité d'influence. Alors, comment mobiliser les responsables RSE qui ne sont pas engagés contre le dérèglement climatique ou les enjeux sociaux? Alors, je suis pas sûre que c'était ça la question, hein. Comment mobiliser des responsables RSE qui sont pas engagés? Je Bah, vois écoute, quel responsable bien. RSE ne serait pas engagé? Est-ce que vous vouliez dire comment mobiliser un codir peut-être qui n'est pas engagé contre le dérèglement climatique? Il y a quelqu'un qui disait aussi comment faire quand l'engagement long terme s'essouffle dans la Oui. communauté? Refaire un bilan des freins, voilà. Quelle attitude vis-à-vis des vérités qui dérangent? Alors peut-être que je vais répondre à la question d'un point de vue codir déjà. Moi, je peux vous dire que, il y a 20 ans, avec mon bâton de pèlerin et ceux des professionnels qui m'ont formée, hein, parce que je rends à César ce qui appartient à César, on avait quand même cette ambition un peu, je pense, utopique, de se dire: «Allez, on va aller voir les comités de direction». Alors à l'époque, c'était les entreprises du CAC 40, après ça s'est ouvert au SBF 120, puis après les plus petites. Mais dans les années 2000, les premières entreprises qui se sont vraiment engagées sur ces sujets, c'est celles qui avaient à reporter. C'était les grosses boîtes. Donc on se disait: «On va aller voir les comités de direction, on va les faire basculer leur sensibilité». Là, en 2026, je peux vous dire que je vais pas tout à fait avec le même mindset, quand j'interviens dans des CODIR, des conseils d'administration. En fait, notre rôle, il est pas de faire basculer les sensibilités. Nous, notre rôle, il est de faire prendre conscience, tout à l'heure vous parliez de risques, je crois dans le nuage de clés, le nuage de mots-clés. Moi, je vais quand même davantage dans les comités de direction pour parler de la pérennité de leur business model. J'adore ce terme pérennité, plus que robustesse d'ailleurs. J'adore ce terme de pérennité parce que pérennité, si on le traduit en anglais, c'est sustainability. Je trouve que ce terme sustainability, il a tellement été galvaudé. Moi, quand je vois our sustainable strategy, je me dis: «Ouf, de quoi il parle?» Et c'est dommage parce que ce terme on peut parler de robustesse ou de durabilité ou de pérennité, hein, utilisez le mot que vous voulez. Celui-ci, il met tout le monde au diapason. Quand je mets des managers autour d'une table ou des dirigeants autour d'une table et qu'on questionne la pérennité de leur business model, au prisme évidemment, d'une performance économique, environnementale et sociale, je cherche pas à les faire basculer sensibilité, je cherche à trouver des consensus collectifs sur qu'est-ce qui fera si on ne fait rien au niveau de notre boîte? Est-ce que notre boîte, elle sera encore en vie dans 10, 15, 20, 50 ans? Et là, quand on questionne ça, je ne questionne pas la sensibilité individuelle des personnes, je questionne leur capacité à se projeter et à réfléchir de façon logique à qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Et figurez-vous que en faisant ça, ça amène des consensus qui sont hyper intéressants et parfois des bascules parce que j'ai des dirigeants qui viennent me voir à la fin de journée de séminaire et qui me disent: «Je suis pas arrivé hyper sensibilisé au sujet, mais j'ai compris dans la journée l'intérêt que ça pouvait porter». Alors je dis pas que derrière il va faire le tri chez lui, il va prendre des actions chez Enercop ou je sais pas quelle banque engagée, mais au moins, il y a cette prise de conscience qui se fait par la logique de ce qu'on est en train de raconter, la légitimité de ce qu'on raconte. Et ayez confiance en ça. Les neurosociologues nous disent, mais je vous le dis en secret, quand on agit dans son métier, il y a de fortes chances, par cohérence personnelle, qu'on le traduise dans sa vie personnelle. Alors peut-être que c'est comme ça qu'il faut le sentir. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Quand il y a des sujets il y a quelqu'un qui posait des questions sur quand il y a des sujets qui fâchent, des vérités qui dérangent. Je trouve que ne pas traiter des vérités, et donc par exemple, est-ce qu'on peut continuer à croître comme on le fait dans un monde dont on sait que les ressources sont limitées? Ça, c'est un gros mot quand même de dire ça. Il y a des entreprises et des multinationales, quand je leur dis qu'une croissance dans un monde, limité, ça n'existe pas, une croissance infinie dans un monde fini, c'est très difficile, bah, en fait, je leur pose la question. Donc plutôt que d'asséner des vérités, je leur dis: «Est-ce que selon vous, c'est possible?» Tu vois? Plutôt que Mmh. ça soit moi qui vienne dire: «Vous avez un certain nombre de risques qu'il va falloir traiter», je leur soumets l'état du monde et je leur demande: «Quels risques selon vous avez-vous pour votre entreprise?» Donc user de la pédagogie inversée, ça renforcera finalement votre légitimité auprès de ces publics, sans pour autant être le punching ball, quoi. Moi, je refuse d'être le punching ball des entreprises. Alors, en plus, j'ai une casquette d'externe, mais je me mets à votre place, vous qui êtes en interne. C'est vrai aussi, c'est pas vous qui portez les sujets de sustainability de la boîte.
Alors, c'est souvent l'image qu'on vous donne, hein. C'est: «Ah, il y a monsieur, madame écolo», parce qu'en plus, la RSE, c'est que l'écologie. Donc il y a monsieur, madame écolo, il y a l'empêcheur de tourner rond. Donc ça, c'est aussi hyper important que vous travailliez cet ethos, hein. L'ethos, c'est, ce que je dégage. Vous êtes là pour orchestrer, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une gouvernance et au plus haut que ça soit porté. Il faut aussi que les managers comprennent. Donc, usez de la pédagogie inversée dans vos ateliers, les outils que vous mobilisez, parce que la réponse, elle doit venir des équipes. Voilà. Et je terminerai peut-être par une question qui disait: «La prise de conscience n'est pas nécessairement un prérequis pour adopter un nouveau comportement. Via la théorie de l'engagement, on pourrait adopter un comportement». Alors c'est vrai. Par exemple, si tu utilises des nudges, tu peux très bien faire adopter un nouveau comportement, c'est sans qu'il y ait de prise de conscience. Sauf que quand on va chercher un peu dans la recherche scientifique, parce que je me suis vachement intéressée au sujet, des neurosciences appliquées aux nudges, si tu veux que ça dure dans le temps, alors il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce que si tu fais le comportement sans te rendre compte de la raison pour laquelle tu le fais, sans que tu comprennes la logique, la pertinence, les légitimités et cetera, il se peut que, lié à un changement, tu switches et tu restes pas dans ce comportement, de façon long terme. Et puis par ailleurs, si on croit dans la force du collectif et qu'on se dit que, la bascule, elle se fait aussi par le collectif, alors celui qui adoptera le nouveau comportement ne sera pas capable d'en parler autour de lui. Donc le nudge, oui, pour avoir adopté un nouveau comportement, mais la prise de conscience derrière, elle est vraiment nourricière, elle assure un changement sur le long terme. Il est 12h02, je prends une dernière question. Après moi je resterai, 2 heures avec vous. Le petit traité de manipulation et d'intention des honnêtes gens le prouve par ailleurs au travers d'expériences décrites où des gens agissent suite à un stimuli, les ayant engagés dans une démarche pas consentement désirée à la base. Oui, mais pendant combien de temps? Voilà, il y a vraiment ce point-là et à nouveau, si ça vous intéresse, écrivez-moi sur, LinkedIn. Je vous enverrai l'étude qui parle du nudge qui retombe comme un soufflé quand il y a pas cette prise de conscience. Comment prévenir ou rattraper un retour en arrière dans le cadre d'un changement de direction, de DG par exemple, qui dépriorise et simplifie la démarche existence? Ah bah, alors là, il faut retrouver un alignement avec tout le codir. Ça Mmh. arrive dans toutes les entreprises dans lesquelles j'interviens. D'ailleurs, c'est hyper dur à vivre d'avoir réussi à embarquer un codir, c'est long, quoi et là, vous commencez à voir les fruits et bam! Réorganisation, rachat de la boîte et on a tout le codir qui s'en va et on a un nouveau qui arrive Grosse partie. Ouais. et ben, on recommence. Quand je vous disais pugnacité, on recommence. Tout ce que vous avez mis en place qui a fonctionné, vous réutilisez les mêmes leviers. Voilà. On recommence et les alignements de codir, moi j'ai des entreprises, tous les 3 ans, on refait un séminaire pour réaligner les ambitions, mais aussi les niveaux de connaissances. Ça, c'est vraiment super important. Pouvez-vous reformuler comment un opposant peut être un bon allié, seulement pour identifier les freins? Alors, un opposant, il y a toujours des opposants dans un projet. Il faut les écouter. On écoute les opposants, mais on ne passe pas le plus clair de son temps avec un opposant. Donc ça, vous apprendrez ça si vous vous formez à la stratégie des alliés. Faut même faire en sorte que les opposants ne voient pas trop les hésitants. Donc dans la méthode, on parle de cordon sanitaire. Heu, Fort à propos avec, cette période, difficile de Covid. Mais, donc voilà, les opposants, on les écoute, mais ils ont tout intérêt, en tout cas, ils structurent leur prise de parole, beaucoup plus que les alliés. Souvent, les alliés, on les entend pas. Regardez dans la politique, hein, on entend les opposants. Regardez la loi du plomb. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'on était très nombreux à être alliés, à avoir la même envie, que ça bouge. Mais nous, on s'exprime pas aussi fort qu'eux. Donc il faut les écouter, mais on les contraint. On peut aussi décider de parfois mettre un vrai cordon sanitaire et de les sortir de projet. Ça, c'est votre capacité d'influence aussi. Voilà. Et peut-être une dernière, on se quitte, parce que je veux qu'on respecte le timing. Comment demander à sa hiérarchie de soutenir notre action et garder le cap plutôt que de laisser faire l'inaction? Là, il faut faire des séminaires de projection. Il faut faire des stress tests. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il faut prendre le business model, faire une vraie étude de cas réel avec le comité de direction, prendre tous les risques qui sont latents ou faibles et se poser la question de on fait vraiment un stress test de son business model. Qu'est-ce qui se passe si on gère pas ces risques? Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Moi, j'arrive aussi à embarquer des comités de direction avec, des récits prospectifs où on travaille ensemble à de quoi on rêve collectivement en 2050 pour notre boîte et on revient c'est des choses qui sont faites d'ailleurs dans la convention des entreprises pour le climat et on revient en 2026 pour voir comment on met le plan d'action jusque-là. Je leur fais même parfois fermer les yeux, je fais des trucs ésotériques, hein. Je leur fais fermer les yeux et on fait un récit prospectif où ils ouvrent les yeux juste pour noter et je leur fais un récit et ils écrivent au fur et à mesure. Donc on peut vraiment user d'outils hyper innovants, créatifs, qui vont chercher dans le champ de l'émotionnel et un peu moins dans le champ du rationnel. Moi, j'adore utiliser les 2.
Donc être sur du rationnel et sur l'émotionnel, etc. Voilà. On a également chez Carbone 4 une antenne qui s'appelle IF Initiative qui justement est sur la prospective chiffrée. Et donc on a aussi des ateliers qui permettent d'embarquer son COMEX effectivement dans le futur Et et ben après voilà un super, revenir en arrière. et ben, un super boutique, vous pouvez mobiliser avec Carbone 4. Voilà. Et puis, comment défendre pour terminer ce temps long? Je suis désolée, peut-être que j'ai pas répondu à toutes les questions, mais n'hésitez pas à m'écrire, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Comment défendre ce temps long, voire moyen terme, dans un contexte d'ultra court terme? Bah alors, c'est ce que vient de dire Carole avec ce type d'outil, quoi. Hein. Là, hier, j'ai formé des managers pendant 2 jours. On a fait des simulations, un business case où on regarde qu'est-ce qui se passe si on n'agit pas à long terme. Et en fait, on se rend compte que la robustesse, elle se décrète pas en 6 mois. Hein. Quand on est dans une phase de choc ou de période très compliquée, de crise, qu'elle soit climatique, économique, on est en train d'en vivre une au niveau énergétique, et ben, si t'as pas travaillé ta robustesse à long terme et que t'as pas mis en place tout ce qu'il fallait pour que ta boîte soit non pas performante mais robuste, c'est hyper compliqué de traiter des chocs ou des phases de crise. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on travaille avec les codires, mais aussi avec le management, hein, pour qu'ils comprennent l'intérêt d'avoir des stratégies de long terme, mais avec des actions court terme. On n'arrive pas à mobiliser avec des raisons d'être à 2050. Hein. Ça, c'est le cap. Voilà. Il faut avoir des caps. Si vous montez dans un navire, si vous faites de la voile, si le commandant de bord donne pas le cap, vous savez pas quelle direction prendre. En revanche, derrière, c'est toutes les actions que vous faites au quotidien, opérationnelles, et rendez compte. Je termine vraiment, c'est ma phase de fin. Rendez compte aux équipes de là où on en est. Où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Parce que les équipes, elles ont besoin de savoir, déjà d'être un peu confortées dans l'idée que les actions, elles portent leurs fruits, mais aussi de comprendre où ça marche pas, quoi. Parce que c'est là-dessus qu'on attend que les équipes agissent. Voilà. Donc sortez des discours institutionnels, s'il vous plaît. Parce que je vois souvent des responsables RSE nous faire le récit des rapports RSE, mais dans les rapports RSE, c'est le monde merveilleux, tout va bien. Sauf que dans la vraie vie, il y a des sujets sur lesquels. Voilà. J'en ai terminé. Et vous comprenez bien que c'est des sujets qui sont tellement passionnants qu'on restera avec vous pendant des jours. Merci beaucoup Fanny. On va clôturer ce webinaire. Comme vous étiez tous inscrits, vous recevrez le replay si vous voulez retrouver les nombreuses références que vous a données Fanny. Bah, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par la formation ou par autre chose ou par des sujets de prospective par exemple. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.